Je vous sais nombreux au rendez-vous de ce forum de rédaction, le numéro de ce vendredi 10 février 2023. Merci d'avoir pris donc rendez-vous avec nous. Le forum des rédactions d'aujourd'hui va s'intéresser à un sujet d'actualité. Vous le savez, le dimanche prochain, la 9e législature sera installée à Porte-Novo, à l'hémicycle. Et donc, à cette occasion, nous avons consacré ce numéro du forum de rédaction pour parler donc des tractations politiques. Qui sera le président de la 9e législature? Nous allons en parler dans ce studio. Nous allons aborder d'autres questions, d'autres sujets que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Dans ce studio, mes deux invités sont déjà sur place. Je vais donc observer une courte pause avant de vous les présenter. Alors, retour dans ce studio avec deux directeurs de publication et pas les moindres. À ma gauche, j'ai bien sûr Marcel Zoumenou. Marcel Zoumenou, bonsoir. Bonsoir Maury et bonsoir aux téléspectateurs de DEN TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de publication de Nouvelle Tribune, c'est ça? Ou bien je dis la Nouvelle Tribune? Tout à fait, la Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune. Vous êtes directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. Comment se porte la Nouvelle Tribune? Très bien, très bien. Notre dernière parution date de ce matin. Et vous n'êtes pas que directeur de publication, vous êtes également secrétaire général de l'ODEM. Tout à fait. L'Observatoire, c'est ça? L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Dans les médias. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis à ma droite, il est connu, c'est le directeur de publication du journal de Ménotin, comme on aime le dire, le directeur de publication de Fraternité, Adrien Tchoumakou. Bonsoir. Bonsoir Mauril, bonsoir chers téléspectatrices et téléspectateurs de DEN TV. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi de recevoir deux responsables de l'ODEM. Je vais le dire, vous êtes le trésorier général de l'ODEM également, au-delà du directeur de publication que vous êtes. Tout à fait, je suis le TG, le trésorier général de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. À l'ODEM, tout se passe bien, c'est vrai, nous fonctionnons sans moyens, mais nous sommes là, nous faisons le travail pour lequel nous avons accepté de servir le peuple béninois. Ah, d'accord. Sinon que, comme vous parlez de moyens, j'allais dire, j'allais dire une bêtise. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Alors, les moyens viendront plus tard. D'accord, d'accord. Pour le moment, nous servons la République. D'accord. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes engagé et déterminé à servir la République. Et voilà, merci d'être venu débattre autour de ce thème, tractation politique, qui sera donc le président de l'Assemblée nationale, le président de la 9e législature. À cette question, nous allons répondre, mais pas que ça. Vous le savez, c'est bien sûr la mouvance qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Nous venons de terminer les élections et les députés seront donc installés. Et ce matin, il y a un titre qui a retenu notre attention, Dynamisme Info, qui s'est interrogé et qui s'est demandé s'il s'agira véritablement d'une élection ou bien une séance d'élection ou de validation d'instruction au sommet, c'est-à-dire en ce qui concerne la mise en place dimanche du bureau du Parlement. Est-ce qu'il s'agira d'une séance d'élection ou de validation d'instruction au sommet? C'est-à-dire que, est-ce que les carottes ne sont pas cuites? Est-ce que ce n'est pas une formalité que les députés iront remplir? Je vous laisse la parole, Marcel Zoumenou. J'avoue que c'est une question assez délicate. Et parce que moi, de ma position, ce que je peux observer ne me permettra pas de donner une réponse péremptoire. Je vais essayer de répondre à ma manière. Et depuis 1991 que nous avons installé l'Assemblée nationale, on a toujours eu
des élections du bureau assez disputées. En 91, je me rappelle, le président Mouye avait été élu très difficilement après des batailles assez rudes. Et en 96, si je ne me trompe, non, en 95, il n'a pas pu se faire réélire. Le président Amoussou est venu avant d'attendre encore, je crois, 2001, avec le retour du président Mouye. Et donc, dans tout ça, ce que je voulais montrer, c'est que l'élection du président de l'Assemblée et du bureau de l'Assemblée, ça a toujours été une élection assez discutée au sein des députés, puisque le président de l'Assemblée, je dois le rappeler, c'est la deuxième personnalité de l'État dans la préséance républicaine. C'est lui qui vient après le chef d'État. Donc c'est une personnalité assez importante. Mais il est le président des députés. Il est élu par les députés. C'est ce que toutes les tests disent et c'est ce que ça doit être. Mais il se fait que depuis 2019, avec l'Assemblée, qu'on a eu l'Assemblée, que tout le monde qualifie de l'Assemblée nationale monocolore, beaucoup ont eu l'impression que ce qui s'est passé, ce n'était pas une élection. Et que c'était une formalité. Une formalité et que la personne avait été désignée, les autres n'ont fait que applaudir. Alors, 2023, est-ce que ce sera le même scénario? Je crois que le journal a raison de nous faire revenir sur ce débat. Est-ce que ce sera le même scénario? Malgré la présence de l'opposition. Tout à fait. Parce que ce qui exclut l'opposition de ce challenge, de cette compétition, c'est le fait que l'opposition n'a pas la majorité pour compétir. L'opposition a 28 députés, sur 109, ça ne fait pas la majorité. Mais on sait que l'UP, si l'UP arrive à trouver, je crois, un ou deux députés du BR, a la majorité pour contrôler le bureau de l'Assemblée. Et donc, le camp dans lequel tout le monde regarde, c'est le camp de la majorité présidentielle. Et c'est que le bureau viendrait de là. Et donc, comme la mouvance ou la majorité présidentielle a eu la majorité, on se pose la question, est-ce que ce sera la même chose que ce sera un bureau fait quelque part sur papier dans un salon feutré à Cotonou et envoyé à Porto-Novo pour que les députés puissent le valider. Et donc, vous dites que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible, puisque au regard de l'influence aujourd'hui du pouvoir exécutif, au regard de l'hyper-présidentialisme, pour utiliser le terme juridique qu'on observe au Bénin depuis 2016, et on peut toujours craindre que le président qui sera élu le dimanche prochain ne sera pas le président des députés. En tout cas, celui que les députés eux-mêmes ont désigné, mais un président qui a été choisi par... qui leur sera imposé en quelque sorte. Voilà, qui leur sera imposé et donc ils ne feront que valider. Donc pour moi, cette question elle est pertinente. Je vais me tourner vers plutôt Adrien. Tu vois où vous allez faire l'exercice que vient de faire donc Marcel Zoumeno. Oui, c'est vrai que Marcel Zoumeno est dans sa logique, il est dans sa position quand il parle, et tout comme si le prochain président de l'Assemblée nationale est déjà connu. Moi, je m'inscris en faux contre ton appréciation. Ce n'est pas lui, il ne l'a pas dit. Il lui-même s'interroge. Lui-même s'interroge. C'est Dynamis Info qui s'est interrogé. Qui nous amène à nous poser aussi la question. À un moment donné, Marcel Zoumeno a affirmé que celui qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale, il a dit peut-être. Que pour lui, c'est que ça vient directement du pouvoir central. Moi, je pense que je dis non. Je dis non. Vous dites non, un non catégorique. Un non catégorique. Donc vous dites que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je vois venir l'opposition, les démocrates, bien qu'ils aient 28 députés, moi, je suis en train de les voir prendre le perchoir. Ça va vous étonner, ça peut arriver. Mais par quelle alchimie? Vous faites de la fiction politique. Pas du tout. On ne doit pas venir sur un plateau de télévision pour faire de la fiction politique. Pas du tout. C'est une réalité. C'est une réalité. Et ça doit se réaliser. Les démocrates n'ont pas les moyens aujourd'hui pour contrôler le bureau. C'est vous qui pensez qu'ils n'ont pas de moyens. Le vote, même le vote peut être même à main levée.
je pense qu'il y aura des gens, il y aura des députés qui vont soutenir Éric Ngoundité, qui vont soutenir les démocrates. Je pense que même si le vote est secret, que les suffrages exprimés seront en faveur d'Éric Ngoundité, en faveur de les démocrates. Pourrait être en faveur. Oui, parce que, vous savez, quel est le rôle des députés? Le rôle des députés, c'est deux rôles principaux, légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Et pour contrôler l'action du gouvernement, moi, je le souhaite vivement que le chef de l'État laisse la main au pouvoir et comment on appelle, aux opposants, à l'opposition. Que le chef de l'État parle à ces députés de la mouvance afin qu'on laisse l'opposition contrôler le perchoir. C'est un souhait, Adrien Djomaco. C'est mon souhait le plus ardent. Et je pense que ça reste votre souhait. Ça doit Ça ne reste pas le souhait du chef de l'État. Oui, ça c'est mon souhait. Et beaucoup souhaitent aussi ça. Et je pense que Patrice Talon peut aussi accepter ça et opter pour ça. Et moi, je l'invite pour ça. Je souhaite vivement que l'opposition prenne le contrôle des choses au Parlement afin que les choses se déroulent correctement. Mais, évidemment, ce n'est pas seulement le perchoir qui est le problème. Parce que les députés de l'opposition auront assez de marge de manœuvre. Beaucoup, énormément, même s'ils ne sont même pas membres du bureau de l'institution. Selon les textes, selon le règlement intérieur, que tu sois de la mouvance ou de l'opposition, quand tu es député, tu es accepté, tu es autorisé, tu es amené à t'inscrire dans les différentes commissions parlementaires. Oui, il y a au total 5 commissions. On en viendra. Ok. On viendra. Donc, moi, je pense. On parlera des commissions. Pour le moment, nous sommes en train de décrypter. Je pense que. Cette possibilité. Moi, plutôt, je vois la possibilité selon laquelle l'opposition peut contrôler le perchoir. Ce n'est pas une fiction politique, c'est bel et bien une hypothèse. Et je pense que cette hypothèse peut être réalisée. C'est possible. Vous pensez que les députés de la mouvance je pense que les députés iront aux élections sans connaître l'opposition véritablement à l'avance pour qui il faut voter, qui sera le président de la 9e législature? Vous savez, quand on parle de l'élection du président de l'Assemblée nationale, même si le chef, même si le premier magistrat de notre pays demande à ce que, par exemple, les députés accompagnent, acceptent et votent pour Djogbenou, par exemple, des députés vont chercher à aller voter pour Abdoulaye Biotchani. Des députés vont chercher à aller S'il n'est pas candidat. Évidemment, c'est d'abord le choix. C'est ce qu'ils veulent. Ils vont proposer ça au chef de l'État. Le chef de l'État, par exemple, souhaite que Malik Gomina soit président de l'Assemblée nationale. Ils vont dire non, nous souhaitons. Parce que, en fait, il faut d'abord qu'en leur sein, qu'ils s'entendent, qu'ils discutent. Et même si ils ne s'entendent pas, c'est clair que... Donc, selon vous, on va laisser la main aux députés. On doit laisser la main aux députés de la mouvance. Non. Vous dites on Patrice doit. Talon, j'ai dit selon vous. Selon moi. On va le président leur laissera la main d'échanger entre eux librement, de décider de celui qui sera président de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que le chef de l'État va laisser la main aux députés. Vous avez vu Patrice Talon sur le terrain et pendant les campagnes? Non. On a plutôt vu Boni Yahi sur le terrain pour soutenir les démocrates. Puisqu'il est président d'honneur, c'est normal. Donc, si Patrice Talon même a laissé ses lieutenants aller se battre sur le terrain pour remporter leur victoire, qu'il leur fasse toujours confiance et qu'il leur laisse la main afin qu'ils aillent porter leur choix sur celui qui pouvait les diriger à l'Assemblée nationale. Moi, je vois, par exemple, le député Benossi, qui peut aussi bien faire le job, Vlavonou, qui peut aussi faire le jeu. Et d'autres. Puisque vous évoquez des noms, Marcel
Zoumenou, il faut rappeler quand même que quand le président de la Cour constitutionnelle démissionnait et avait décidé d'être le président de l'UP, qui est devenu plus tard UP Le Renouveau, l'on a entendu dire dans l'opinion publique que sa destination finale serait donc le pêchoir de l'Assemblée nationale. Si je tu parle permets. du président Joseph Djogbenou. Oui, par rapport à ça, par exemple. Non, attendez que j'aille au bout de mes idées. S'il vous plaît, attendez que j'aille au bout de mes idées. Donc, je disais que dans l'opinion publique, l'on disait que sa destination finale serait donc le pêchoir, l'Assemblée nationale. Effectivement, il a été candidat aux élections législatives et aujourd'hui, depuis au lendemain des résultats, 3 noms ont commencé par être cités, après 4. Aujourd'hui, selon le potentiel que Marcel va nous afficher, nous sommes à 7 noms. Non potentiels de candidats qui donc pourront briguer ou pourront donc chercher à briguer le siège du président de l'Assemblée nationale. Parmi ceux-là, on voit bien l'ancien président de l'Assemblée nationale. On voit donc d'autres têtes, dont Joseph Djogbenou. On voit également d'autres députés comme Tokpanou et autres qui, je n'oublie pas l'honorable Bian, qui peuvent donc, qui sont cités parmi ceux-là, qui vont peut-être vouloir siéger à l'Assemblée nationale. Voici ma question maintenant, si vous le voulez. Je vais commencer par vous, Marcel Zoumenou. Selon vous, d'après vos analyses, l'environnement politique actuel, qui est donc à même, politiquement parlant, de siéger à la 9e législature? Merci Maury. Mais avant de répondre à ta question, je voudrais rebondir sur ce que mon ami et confrère Adrien a dit. Moi, je dis quelque chose, je dis, il y a toujours en politique des logiques, il y a toujours en politique des pratiques, il y a toujours en politique la tradition. On ne peut pas venir ici et dire des choses qui, a priori, ne paraissent pas vraies, ne paraissent pas logiques au regard de ce qu'on connaît de notre Parlement. Alors, première chose que je voulais contredire chez mon ami et confrère, c'est que on ne peut pas avoir dimanche prochain un député démocrate à la tête du Parlement. Ça vous donne votre doigt coupé? C'est pas possible. Tout est possible. Au regard nous sommes en politique. Au regard du fait que les tests et la pratique parlementaire, depuis 1980, nous avons prouvé que c'est les partis qui sont les plus influents qui arrivent toujours à gagner. Avoir le pêchoir. Sauf en 1995, où le président Bruno Amosso, avec seulement 5 députés, 5 ou 4 députés, a pu se faire élire. Mais on était dans un contexte d'assemblée très hétéroclite avec une multiplicité de partis. Et ceux qui arrivent à gagner, c'est ceux qui arrivent à nouer le plus d'alliances possible. Aujourd'hui, nous avons un parlement de 3 partis. Et nous avons un parti qui est largement en tête de tous les autres, qui est l'Union progressiste, qui a 52 ou 53. 53 députés. 53 députés. Avec 2 députés, ils auront les 55 pour avoir la majorité. Il manquera de choses là pour avoir les 55. Alors, et au début, vous vous rappelez que quand on a commencé par parler, beaucoup avaient supputé sur une alliance positive entre le BR et les démocrates. Je crois que immédiatement, il y a eu une sortie. Une sortie du président Abdoulaye Biachani pour clarifier cela. Dit que ce n'était pas le possible. BR est un parti de la mouvance alors que les démocrates est un parti de l'opposition. Ce n'était pas possible, cette alliance. La seule alliance qui est possible, c'est une alliance entre l'UP, le Renouveau et le BR. Et cette alliance, c'est cette alliance qui pourra porter le bureau. Je suis formel là-dessus. Je ne vois pas d'éléments qui puissent me contredire dimanche par rapport à ça. La seule chose qu'on peut avoir, c'est qu'on, selon les tests, je crois, selon le règlement intérieur du Parlement, qu'on puisse avoir un membre du bureau qui viendra du parti Les Démocrates. Et je me rappelle qu'il y a une législature où il y avait tellement une crispation entre les deux camps, au point où quand les gens de la mouvance ont fait leur bureau, ils ont fait le bureau en laissant le siège du deuxième secrétaire parlementaire ou bien deuxième questeur à l'opposition qui est revenu après pour remplir. Et donc, c'est probablement ce qui va se passer. On aura un bureau de 6 de la mouvance et un
pour l'opposition. Et les 6 de la mouvance, entre eux, ils pourront se répartir, peut-être 5 pour l'UPR ou 4 pour l'UPR et le reste pour le BR. Je ne sais pas trop. Mais ce que je dis, ce n'est pas de mathématiques, et comme l'a dit Adrien en politique, il faut accepter les probabilités, mais il y a des nous sommes sûrs d'une probabilité improbable. Probabilité improbable. Voilà. Donc, je voulais clarifier ça avant de revenir à la question. Voilà. Alors, et Diogbenou, a priori, s'il doit chercher à viser un poste, ce ne serait que le poste de président de l'Assemblée. Je m'explique. Tout homme aspire à évoluer dans la vie. Il a été député, après il est devenu ministre de la Justice, après il est devenu président de la Cour constitutionnelle. Dans la présidence républicaine, c'est la 3e personnalité de l'État, président de la Cour. Donc, quand tu as été 3e personnalité de l'État, soit tu vises à être 1re personnalité de l'État ou 2e personnalité de l'État. Et donc, ceux qui disent qu'il a démissionné pour pouvoir prendre le poste de Péchoua ne se trompent pas. Je crois que lui-même, avec les premières ambitions qu'il a prouvées, puisque quand il a quitté, il a pris en même temps la tête d'un parti et on l'a vu en même temps sur le terrain. Et donc, ce serait que logique pour lui de se retrouver à cette place-là, quitter le poste de 3e personnalité pour venir à la poste de 2e personnalité et peut-être se préparer pour venir au poste de première personnalité. Logique. Mais il y a 2 ou 3 choses qui jouent contre lui. La première chose qui joue contre Joseph Diogbenou, c'est le score que lui-même a réalisé dans sa circonscription électorale. Je rappelle qu'il a été élu très doucement et dans la 16e circonscription où il a été candidat, son parti n'a eu qu'un seul député. Et dans cette circonscription, c'est l'opposition qui est venue en tête, qui a fait un raz-de-marée terrible et inattendu. Et donc cet élément, c'est un élément important parce que si tu aspires à diriger de grandes choses, il faut que toi-même, politiquement, tu sois dans une posture confortable pour pouvoir aspirer. Et on peut utiliser cela contre lui. Deuxième chose que je trouve qui peut être utilisée contre lui, c'est que dans la grande famille de la majorité présidentielle, les différentes pérégrinations de Joseph Diogbenou sont vues comme celui d'un homme trop pressé et celui d'un homme qui demande tout au chef et le chef lui donne. Parce que je viens de rappeler ici que en moins de 3 ans, il est passé à 4 différents postes. Député, président de la commission du droit à l'Assemblée, ministre de la Justice, président de la Cour constitutionnelle. Et donc, on a comme l'impression que lui, au détriment des autres, c'est que lui, c'est un privilégié et il a tout ce dont il a besoin. Et ça peut être un facteur qui va jouer contre lui. Et il peut y avoir des crispations et même des dissensions à l'interne pour pouvoir le porter au poste du président. Parce que, même si on doit le dire, le président de la République donne des ordres, je ne voulais pas utiliser dans mon discours l'implication du président de la République. Ça ne me paraît pas sur le plan politique très hygiénique, simplement parce que nous sommes en démocratie, nous devons avoir à l'esprit le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est à part et le pouvoir législatif est à part. Quand on parle de plus en plus d'émissions du chef d'État, moi, ça me gêne un peu. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Et c'est pourquoi quand mon ami Tchomako parlait du chef d'État qui doit, j'étais gêné, mais je comprends qu'il parle au regard de la réalité d'aujourd'hui. Et donc, pour moi, Diogbenou, c'est du 50-50 pour le dimanche. D'accord. On ne peut pas dire que c'est gagné à l'avance. Non. Mais j'attendais un troisième élément. Est-ce qu'en tant que président de son parti, est-ce qu'il peut être président de l'Assemblée nationale? Tout à fait. Il n'y a pas de compatibilité. Et dans cette condition, il va continuer à être président de son parti ou bien... Non, je crois qu'il va laisser la responsabilité du président de son parti à quelqu'un d'autre, puisqu'il n'aura plus le temps nécessaire pour s'occuper des affaires du parti. Et donc, mais il n'y a pas d'incompatibilité possible. Donc, c'est ce qui m'amène à dire que Diogbenou, c'est du 50-50 et on peut le voir à la tête comme on peut ne pas le voir. Mais si je dois élargir mon analyse au contexte et aux autres candidats... Oui, comme par exemple Béounou, l'ancien président. L'ancien président. Flavonou. Oui, je crois qu'il est... au regard de ce que j'ai observé de la pratique du chef d'État lui-même. Et malheureusement, je suis obligé de faire un débat où j'implique le chef d'État dans les tractations. Au regard de ces éléments,
j'ai constaté que c'est quelqu'un qui est très attaché à la stabilité des institutions. D'accord. C'est le chef d'État, en tout cas depuis 1990-91, qui a fait le moins de remaniements possible en 6 ans, 7 ans. Même que les coups qu'on disait pas très attaché au bouleversement, au déplacement des pions, mais il a battu le record de Kérékou parce qu'actuellement nous avons des gens qui font déjà 7 ans au poste ministériel. Et probablement ils vont faire peut-être 10 ans. Et donc, on comprend que c'est quelqu'un qui est très attaché à la stabilité des institutions. Et l'un des éléments de la stabilité, c'est que les têtes restent en place pour suivre les choses, conduire les réformes. Et donc, au regard de cet élément, je peux dire, comme beaucoup de gens ont commencé par le dire, que le retour ou bien la confirmation n'est pas exclu. N'est pas exclu parce que, en fait, le chef d'État peut se dire, au finish, ceux qui pouvaient le remplacer, quand je prends par exemple le cas de Diogbenou, par exemple, je viens de rappeler qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent jouer en sa défaveur. Et donc le chef d'État peut se dire, bon, au finish, je maintiens celui qui est là. Il a déjà fait le job. J'ai été satisfait et il ne m'a pas déçu. Et donc je préfère faire avec lui, continuer l'aventure avec lui, que de faire avec d'autres personnes. Et là, je rappelle que nous sommes dans un contexte où on suppose que c'est le chef d'État qui influence les élections à l'Assemblée, ce qui ne devait pas, pour moi, être le cas. Alors, en dehors de lui, il y a un nom que j'ai entendu, c'est un personnage que je n'ai pas trop connu, mais que j'ai entendu avec beaucoup de communication autour, c'est Gérard Guenouchi. Il y a beaucoup de journalistes qui, en tout cas, ont écrit pour souhaiter qu'il soit. Est-ce que ce n'est pas pour susciter, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est derrière pour susciter? Oui, on comprend. On comprend que la communication politique est toujours, pour la plupart, sur commande. Oui. Mais ce que moi je peux dire, c'est qu'il est élu dans la 11e circonscription électorale où l'UP a fait un bon score. Deuxième chose, je crois qu'il est président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée. Il paraît que c'est un financier. Mais moi, son ancrage national, parce qu'il pour être président de l'Assemblée nationale, il faut quand même, au-delà de sa circonscription, être un peu influent. C'est vrai qu'il le voit tout le temps avec le président Diogbenou dans ses déplacements. Tout le temps, il est là. Mais je ne le sens pas encore, je ne vois pas encore quelqu'un qui a un ancrage national nécessaire pour postuler. Ça, c'est mon point de vue personnel qui n'engage que moi, pour postuler à un poste de président de l'Assemblée. Et donc, pour moi, c'est que, oui, il peut être dans le bureau, mais pas en tant que président de l'Assemblée, même si, bon, beaucoup de gens disent beaucoup de bien de lui. J'ai également suivi un peu son discours. Il a un discours assez policé, assez raffiné. Il a un bon discours politique. C'est pas un va-t-en-guerre. Voilà, c'est pas un va-t-en-guerre. Et donc tout cela, c'est des éléments qui militent en sa faveur. Même moi, je vois qu'il a un cran qui manque, qui peut faire que, pour moi, c'est pas... tu viens d'accorder 20 minutes je vous finis rapidement. Sinon, je voulais vous laisser là où vous êtes pour aller vers Tchomakou. Le temps de revenir à vous pour compléter ce que vous avez dit. Vous n'avez pas un chronomètre. Vous n'avez pas un chronomètre et puis vous vous permettez de dire le temps que je lui ai accordé. Dans le studio, il y a l'heure. Adrien Tchomakou, c'est moi qui gère le temps et je sais comment je le gère. Je sais pourquoi je le laisse parler. Vous avez la parole pour vos analyses en ce qui concerne celui que vous voyez comme celui-là qui va siéger à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que je vous avais laissé quelque part où vous voulez intervenir par rapport au fait que je disais que le président de la Cour constitutionnelle, quand il démissionnait, nous avions dit, ou du moins certains ont affirmé, qu'il allait donc prendre le perchoir. Oui, Marcel l'a dit, et seulement ce que je n'ai pas partagé, ce que je ne partage pas avec Marcel, c'est quand il voyait qu'il y a certains potentiels candidats qui pouvaient bel et bien prendre le perchoir, mais qui ne remplissaient pas certaines conditions ou quelques points peuvent jouer contre eux. Il s'agit par exemple de Joseph Diogbenou. Vous voyez, quand tu parlais tout à l'heure, Marcel, de la circonscription électorale. Je pense bien que c'est dans la 16e circonscription électorale oui, que Diogbenou a été élu député à l'Assemblée nationale et que c'est
Un seul siège qui a été C'est un seul encore siège. levé C'est de par l'autre l'UP, côté le qu'il y a Renouveau. aussi un siège. Oui, Donc, du 15e. oui, moi je pense que ça, par exemple, ne peut pas jouer contre lui. Nous savons tous que dans l'histoire de notre pays, Cotonou et certaines villes sont toujours aux côtés de l'opposition. C'est-à-dire, en matière de suffrage universel, quel que soit ce que le pouvoir en place fait, on voit toujours que le pouvoir en place, les électeurs de la 16e circonscription électorale ne soutiennent pas le pouvoir en place. Donc, je pense que ça ne peut pas jouer contre lui. Je pense que Djogbenou peut bel et bien faire l'affaire. Et moi, personnellement, je ne vois pas deux personnes. Si Djogbenou ne peut pas être président de l'Assemblée nationale, alors qu'on laisse Vlavonou continuer l'œuvre qu'il a entamée. Je m'explique. Djogbenou, tel que tu l'as dit tout à l'heure, il a franchi des étapes en politique. Maintenant, il faut évoluer, comme tu l'as dit. Si 2026 reste encore 3 ans, il peut quand même gérer la transition à l'Assemblée nationale pour être deuxième personnalité de notre pays avant de vouloir prendre la République elle-même, c'est-à-dire être président de la République. Donc, je pense que Joseph Djogbenou ferait mieux, ou du moins les 81 députés de la mouvance, s'ils doivent faire un choix, moi je pense qu'il faut que ce choix soit porté sur Joseph Djogbenou. Et dans la bonne logique des choses, si on doit s'en tenir sur le fait que c'est le président du parti qui doit être désigné, c'est lui qu'on doit prendre, puisqu'il est président du plus grand parti politique aujourd'hui, l'UPR, qui s'est retrouvé avec 53 députés à l'Assemblée nationale. Et s'il y a fusion, si le bloc républicain et l'UPR se mettaient ensemble, c'est qu'on a 81 députés. Donc, en conséquence, si on doit prendre quelqu'un, c'est Djogbenou. Oui. Maintenant, C'est celui que vous voyez c'est comme celui que moi je vois. C'est vrai, il y a aussi Tokpanou, qui est un gros juriste, où le nom est véhiculé, mais Tokpanou peut effectivement faire l'affaire, mais Tokpanou n'a pas une assise politique en tant que telle. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Mais il a une assise juridique. Il a une assise juridique. Tout comme... Sinon, au plan politique, Tokpanou n'est pas très bien connu. Parce que... Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Vous savez, quand je prends l'actuel président de la République, Patrice Talon, Patrice Talon n'a jamais été conseiller de village, conseiller communal, ni maire, ni député, avant d'être président de la République. Donc, c'est que tout peut se passer et tout peut arriver. C'est pour ça rien n'est à exclure en politique. Quand je prends Joseph Benossi, dont vous parlez, c'est que Benossi, moi je pense Benossi, je pense plutôt que ce sont les détracteurs de Benossi qui communiquent pour lui, pour ne pas dire qui communiquent contre lui. Ah bon? Ah oui, parce que du moment où on sait que le monsieur a cette potentialité de gérer l'Assemblée nationale, de contrôler le perchoir, on peut déjà commencer par balancer ça sur les réseaux sociaux, un peu partout dans les journaux, pour montrer à Vlavonou ainsi que Joseph Djogbenou qu'il y a aussi quelqu'un qui peut... Un probable troisième larron. Un probable troisième larron qui peut leur ravivre la vedette. Donc, c'est comme ça, moi, je vois la chose. Je ne vois pas Benossi même communiquer pour dire je peux faire l'affaire, je peux faire ceci. Non, c'est plutôt une stratégie pour le déstabiliser. Wow. C'est ça, parce que, tel que vous l'avez dit, Marcel Zoumenou, mais le monsieur a toutes les potentialités pour gérer l'Assemblée nationale. À plus forte raison, il était toujours aux côtés du président sortant, Louis Vlavonou. Il maîtrise tout, il suit tout de très près. Donc, il a bien suivi les dossiers. Il peut bien commencer, pour ne pas dire continuer l'œuvre que l'autre a entamée. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas,
je dis toujours que ce n'est pas exclu parce que c'est vrai. Abdoulaye Biotchane était monté au créneau pour dire qu'il ne peut jamais avoir alliance entre le bloc républicain et les démocrates. Mais en politique, on ne dit jamais, jamais, à grand jamais. Tout peut arriver, puisque l'Assemblée nationale, c'est le plus haut lieu de la politique. Donc, moi, je pense qu'il n'est pas exclu que beaucoup de choses se passent. Parce que, attention, le vote est secret. Est-ce que vous avez déjà, est-ce qu'on a déjà de garantie que le vote sera même si secret, le vote est à main levée, Oui, ça doit être normalement secret. même si le vote est à main levée, alors pourquoi ne pas contribuer à la vivacité de la démocratie en votant pour un candidat de les démocrates afin que le contrôle du Parlement soit véritablement une réalité? On a beaucoup crié, les gens ont dit qu'il s'agit, Marcel même l'a dit tout à l'heure, que c'est une assemblée monocolore. Maintenant que les opposants sont là... Pourquoi le mot monocolore vous fait si tant mal? Vous dites? Pourquoi le monocolore vous fait si tant on mal? ne peut pas demander aux gens... Est-ce que vous n'avez pas eu l'assemblée monocolore dans ce pays? Jamais. Et ce n'est pas pour la première fois. Pendant la période révolutionnaire, on en a eu également. Écoute, ne m'amenez pas à vous faire l'histoire politique. Comment l'histoire politique? Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Quand les gens sont là à écouter candidat Zanaï, qui leur demandait de ne pas aller à l'élection, de ne pas aller aux élections, et les gens font la politique de la chaise vide, si les autres vont à l'élection et qu'ils sont élus, ne demandez pas à ce que quelqu'un qui n'est pas allé à l'élection vienne s'asseoir au Parlement. Oui, mais ça ne fait pas du Parlement un Parlement avec plusieurs partis politiques. Ça ne fait pas un Parlement avec l'opposition, je vous l'ai dit. On dit deux ou plusieurs. Oui, donc, je vous dis. Il y a plusieurs partis politiques à l'Assemblée. Oui, mais il n'y a pas l'opposition. Il n'y a pas l'opposition. Il n'y a pas l'opposition, c'est l'opposition même qui ne s'est pas fait représenter. C'est l'opposition qui s'est absentée. Donc c'est monocolore. Pas du tout. Quand tu m'interviens, quoi? Donc, c'est pour dire que c'est déjà bien qu'il y ait l'opposition maintenant à l'Assemblée nationale. L'opposition va légiférer des lois avec la mouvance, les députés de la mouvance. Oui. Si éventuellement il doit avoir encore un toilettage, de la Constitution, je pense que l'opposition doit participer. Donc, je pense que si on doit réviser la Constitution, on doit toiletter la Constitution d'une manière ou d'une autre, l'opposition va participer. Donc, c'est déjà bien que l'opposition soit à l'Assemblée nationale. Et par rapport au Péchois, je continue de le dire, même si la probabilité est très faible, je pense que... Il est possible que l'opposition prenne... Et qui sera alors... Moi, je vois Éric Rouleté parce qu'il a fait son parcours. À plus forte raison, regardez. Il a occupé le bureau de l'Assemblée nationale. Dieu, le Père Tout-Puissant. Écoutez, c'est pour ça que je dis, l'opposition doit même prendre le contrôle des pouvoirs et le chef de l'État doit y participer, doit contribuer. Parce Dieu que le Tout-Puissant a fait quoi? Dieu, le Père Tout-Puissant, a déjà d'abord exclu l'opposition du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Donc, le bureau de l'institution même, il faut quand même que l'opposition contrôle le pouvoir. Ou bien Dieu le Tout-Puissant a donné le ton, a montré le chemin. Le chemin, c'est-à-dire l'opposition est exclue du bureau d'âge. C'est Dieu qui s'est fait ces choses. Le président du bureau d'âge a 15 ans. Et il est de l'UPR. Et les deux autres qui ont 32 ans, quelqu'un, c'est tout comme si c'était des jumeaux, mais quelqu'un est... Ils sont nés le même jour. Des dames. Et quelqu'un, ce sont des dames du bière et de... Les deux sont du bière. Les deux sont du bière. Vous voyez, donc l'opposition n'y figure pas. L'opposition ne figure pas. En conséquence, il faut que l'opposition, même si l'opposition sera représentée dans les différentes commissions, il faut que l'opposition prenne le perchoir. Très bien. Je pense que je peux redonner la parole à Marcel, d'accord. Puisque vous étiez en train de comptabiliser 20 minutes, combien de minutes avez-vous fait? Moi, je viens de faire 5 minutes. Ah d'accord. Alors, Marcel, je vous avais laissé quelque part. Et pourquoi vous ne parlez pas de doyen Bian, par exemple, comme quelqu'un qui pourrait briguer le Péchois? Il a été premier vice-président de l'Assemblée nationale, si je ne me trompe.
Non, vous devez avoir constaté que dans mon analyse, je n'ai pas tenu compte des gens qui sont du BR. Ah, d'accord. C'est pas fait exprès, c'est que la logique et la logique politique auraient voulu que, D'accord. Même si l'UP et le BR se mettent ensemble pour composer un bureau, que le pêcheur ne peut pas revenir à quelqu'un du BR. Vous voyez quand même que ce n'est pas possible. Bien que les deux partis soient des partis de la mouvance, ce n'est pas possible que le pêcheur vienne du bloc républicain. Puisque les autres ont 53. Et les autres ont 28. Presque le double de ce que le BR a. Oui, et donc, je repose ma question. Et donc, les deux partis sont des partis de la mouvance. Oui. Malgré les 28 du BR, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'entendre et dire, bon, on se considère comme un parti de la mouvance, nous deux ensemble, oui. On donne le perçoit. Vous savez, dans les cas dans lesquels ce genre de choses se passent, je me rappelle qu'il y avait une élection communale à Agboumé-Calavi. Je me rappelle que ça doit être 2000. Naoubada a été élu? Non, au moment où Liamini Kounou de Dravo a été élu. Je crois que le PRD avait un ou deux conseillers, quelque chose comme ça. Et puis il y avait deux grandes forces qui avaient la majorité. Chacune des deux forces avait besoin d'aller prendre un ou deux conseillers pour faire la majorité. Et au finish, comme les deux se disputent le poste, le monsieur qu'il doit aller prendre, du PRD qui doit aller prendre, dit bon, si je vais de l'autre côté aura la majorité pour contrôler la mairie. Si je vais de l'autre côté aura la majorité. Et donc, vous êtes obligé de me faire maire, sinon, si tu ne me proposes pas le poste de maire, je vais de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'il a été maire? Oui, c'est comme ça que les choses s'étaient passées. Et on a retrouvé quelqu'un qui était du parti minoritaire qui a fait choix. Mais aujourd'hui, les lois électorales, les lois qui régissent ces choses ont été vraiment corrigées. Et je pense que ce n'est pas possible que quelqu'un du BR. C'est pourquoi, dans mon analyse, j'ai exclu à dessein le cas de Gmia et le cas de Birchani lui-même. Si cela devrait arriver... Pas nous, dont les gens parlent si tant, ça ne vous dit rien. Lui, il est de l'UP. L'UP ou le Renouveau? Lui... Mon analyse sur lui, c'est que, comme l'a dit Adrien, c'est pour la première fois qu'il est élu député. Et pour moi, c'est un élément qui peut être déterminant dans le choix, parce que l'Assemblée nationale, qu'on le veuille ou non... Vous avez bien aimé? Non, l'Assemblée nationale demande une certaine ancienneté, un certain apprentissage des pratiques parlementaires. Je sais que c'est un haut juriste qui connaît le droit, mais il y a les pratiques et les rouages parlementaires que, pour moi, quelqu'un qui vient d'arriver à l'Assemblée ne peut pas prétendre en même temps au titre de président. Regardez déjà dans nos petites organisations, dans nos petites institutions, il y a déjà des dispositions qui disent que celui qui est le nouveau venu dans le bureau ne peut pas être président. Voilà. Le cas de l'UPMB. Il doit faire 2 ans dans le bureau. Le cas de l'UPMB, qui est connu, même à l'ODEM. De la FJPMB. Oui, tout à fait. Même à l'ODEM, on dit le conseiller qui vient d'arriver ne peut pas être brutalement être président. Il va faire au moins un mandat, maîtriser un peu les pratiques, les rois. Et je crois que ça risque de jouer fortement contre lui. Donc, pour moi, ça réduit le champ. Si j'exclus les gens du BR, je vois que si on doit parler de candidature, ça doit être entre Djobounou, Angel Vlavonou et Benochi. Il nous reste 3. Et Benochi. Sauf que si je tiens compte du paramètre que c'est le président de la République qui influence les choses, il y a la surprise qu'il peut amener quelqu'un qui n'est aucun des trois et qui peut surprendre tout le monde. Et c'est d'ailleurs sur ça que notre analyse a apporté aujourd'hui qu'il peut y avoir des surprises et que les gens qui sont annoncés peuvent ne pas être ceux qui au dernier moment. Et parlant de surprise, oui. Vous pensez à qui? J'ai pas d'idée, mais je crois qu'il y a des profils dans les députés UP qui sont là, des gens qui sont là cachés, et peut-être pas des gens que tout le monde connaît, mais que le chef d'État. Quand on a mené Vlavonou en 2019, personne n'attendait. C'était d'autres noms qui circulaient à l'époque. Et quand le nom de Vlavonou est sorti, c'était la surprise pour dire, mais ça sort d'où? Donc, c'est possible que ça soit ça et le dimanche. Ce n'est pas exclu. Vous êtes d'accord? Oui. Pour cette possibilité évoquée tout par Marcel Zoumeno? Tout à fait. Je continue de le dire que ce n'est pas exclu, puisque si le chef de l'État doit s'impliquer et que l'opposition en son temps, puisqu'on a encore 2 jours,
deux jours, hein. Aujourd'hui et demain. L'opposition peut toutefois prendre le perchoir si... Et dans la mouvance, peut-il y avoir surprise en dehors des noms cités? Et Pourquoi si pas? oui, qui voyez-vous pointer à l'horizon? Bon, avancer de nom, je ne saurais le faire. Je ne peux pas le faire, mais tout est possible. C'est pour ça on dit en politique, surtout à l'Assemblée nationale, 1 plus 1 ne donne pas toujours 2. Puisqu'il nous reste seulement 7 minutes environ ou 6 minutes, nous allons nous permettre de faire un exercice, faire une projection sur 2026. J'ai également ce matin lu un quotidien qui donc a affiché certaines photos pour dire que, dont Biot Tchané par exemple, pour dire que 2026 sera parmi ceux-là. J'ai vu Diogbenou, j'ai vu Biot Tchané, j'ai vu même... Vlavonou, j'ai vu un 4e dont j'oublie le nom. Que pensez-vous de cette analyse? Est-ce que vous pensez que c'est de ces éléments-là, du président de l'Assemblée nationale qui sera désigné, ou du moins celui qui sera ici au perchoir pour 2026 comme dauphin du président de la République? Je vais vers Tchomako. J'ai vu aussi le journal tout comme vous, mais je pense qu'il manquait une photo. C'est la photo de l'opposition, qui peut-être devrait être représenté par Éric Rouleté, président de les démocrates. Parce que les noms que vous venez d'avancer, je n'ai pas entendu les noms d'un homme politique de l'opposition. Ce n'est pas moi qui ai avancé les noms, c'est un quotidien. C'est un quotidien, je pense que c'est le potentiel, non, bien Béninois Libéré. C'est pas potentiel, c'est Béninois Libéré. Béninois Libéré. Oui, donc, je l'ai lu, je l'ai suivi. C'est bien le Béninois Libéré. C'est bien le Béninois Libéré, oui. Et qui met en manchette 5 photos, 4 photos. Oui. Il manque la 5e photo. Puisque tous ceux qui sont là, ils sont tous de la mouvance. Vous voyez, ils sont tous de la mouvance. Donc, il manque... Donc, il est possible qu'en 2026, la probabilité est forte. Le président de la République soit élu parmi les membres de l'opposition. Pourquoi pas? Est-ce que vous savez que les démocrates seront représentés à l'Assemblée nationale pour cette fois-ci? D'abord, les démocrates étaient déjà complètement noyés. Il aurait fallu cette surprise de la Cour suprême pour les sauver du naufrage. Cour constitutionnelle pour les sauver du naufrage. Et maintenant, ils se sont retrouvés avec 28 députés à l'Assemblée nationale. C'est beaucoup. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Ils en voulaient plus. Ils en voulaient au moins 29. Et 29, vous savez ce que ça représente dans la nouvelle Constitution? Dites-nous. C'est une minorité de blocage à l'Assemblée nationale. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'ils ont fait les recours. Bien qu'ils sachent, ils sont conscients de ce que ces recours ne peuvent pas aboutir, qu'ils n'ont pas des preuves. Comment ils sont conscients? Si les preuves, c'est quoi? Ils n'ont pas de preuves. C'est très discutable ce que tu dis. Ils n'ont pas de preuves. Et même, on leur a demandé, même si vous étiez représenté, moi, j'ai suivi sur les bureaux de vote, ils ont dit non. Ils n'étaient pas tous représentés là-bas. Et ils n'ont pas de preuves tangibles. La Cour constitutionnelle... Marcel, vous dites qu'ils ont des preuves. S'ils ont des preuves, pourquoi ils ne l'ont pas exhibé? Non, il y a un débat entre avoir des preuves et il y a un autre débat. Quelqu'un, par exemple, qui dit... Écoute, Marcel, quelqu'un qui dit... La Cour décide de rejeter les preuves. Ah oui? La Cour si les preuves ne sont pas fondées... La Cour décide de rejeter les preuves. Il y a une différence. Il y a une différence. Qu'est-ce que vous appelez preuve rejetée? Si c'est, par exemple, une preuve... irréfutable. Si la preuve même est une fausse preuve, pourquoi ne pas rejeter? Vous dites que les gens ont ouvert leur bureau de vote. C'est ce que vous dites. Écoute, les gens ont ouvert leur bureau de vote à 6 heures et que déjà avant 8 heures, que les urnes sont déjà bourrées. Pourquoi ne pas faire appel à un huissier de justice pour faire le constat d'usage? Pourquoi ne pas faire appel à un policier pour constater les choses? Vous voyez, ça c'est preuve. Tu penses que les gens n'ont pas fait tout ça? Les photos ne constituent pas de preuves. Tu penses que ce que tu dis là, les gens n'ont pas fait? Ils n'ont pas fait. On lui a demandé, j'ai suivi l'audience. De tous les dossiers connaissant les recours. J'ai suivi de bout en bout ce dossier et c'est parce que les preuves ne sont pas fondées que la Cour a tout rejeté. Donc je disais tantôt... Le 29, le chiffre 29. Le chiffre 29, c'est bel et bien
comment on appelle ça souvent, vous avez dit Minorité de blocage. Une minorité de blocage. Vous voyez ça? Donc, on leur a évité. Pas on leur a évité, ils n'ont pas ou bien ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu. C'est la vérité des chiffres. La Sénat ne ment pas, la Cour constitutionnelle ne ment pas. Même si la Sénat doit mentir, la Cour constitutionnelle ne peut jamais mentir. Donc c'est ça. Donc moi je pense que le droit a été dit, c'est la vérité des chiffres, et qu'ils n'ont pas obtenu le chiffre, les 29 sièges à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que dans tous les cas, je souhaite vivement que l'opposition soit candidat en 2026. Bien sûr, à la présidentielle. Il faut que l'opposition soit représentée. C'est pour ça que je dis que le Béninois libéré a oublié de mettre une photo de l'opposition. Donc, je vois Eric Koundité, même s'il peut y avoir d'autres, comme les Tchadais qu'on sort, une chose est claire, il faut que l'opposition travaille, il faut que l'opposition... Il peut y avoir Rick Amadou aussi. Tu dis? Si tu es condamné, elle n'est pas encore condamnée, elle peut être blanchie, mais si elle n'est pas condamnée, pourquoi pas? Elle sera candidate, comme Joël Aïvo. Si Joël n'est pas condamné, puisque les tests disent que si vous êtes condamné, vous ne pouvez plus. Je ne souhaite pas qu'il soit condamné. Ils sont déjà condamnés. Ah, oui, ils sont condamnés 20 ans et 10 ans. Ah oui, donc vous voyez. Mais on peut, il me semble, si on les a pas de... Gracie, Gracie, amnistie, ça dépend. En tout cas, les juristes sont là au moins opportuns pour en parler. D'accord. Ce qu'il faut dire... Ok, je te laisse. Oui, ce qu'il faut dire. Non, donne la parole à Marcel. Marcel Zoumenou, vous avez vu ces noms affichés, ces photos affichées par le Béninois libéré. Vous avez entendu Marcel Adrien Tchomakou par rapport à l'opposition. Est-ce que vous pensez quand même que véritablement parmi ces noms-là, il y a le dauphin du président Patrice Talon et que l'opposition pourrait donc briguer la présidence J'avoue que de ma position de journaliste, c'est pour moi une imprudence notoire de se mettre à faire des supputations sur 2026. Dans ma rédaction même, j'ai interdit tout article voulant faire des analyses pour voir ce qui peuvent être les potentiels gagnants de 2026. Je l'ai interdit. Et à dessein parce que puisque Tchomakou parle du poste de présidence, des potentiels candidats. Oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit que pour moi, c'était très imprudent de se hasarder dans ces genres d'analyse. Pour ce que moi j'ai observé, nous sommes encore à 3 ans de l'élection présidentielle. Nous n'avons même pas encore élu, nous n'avons pas encore connaissance du bureau de l'Assemblée. Nous ne savons pas tout ce qui va se passer en chose là. Pour ce que moi j'ai observé depuis 1991 dans ce pays, les choses se dessinent l'année précédente l'élection. Les bonnes choses se dessinent l'année précédente. Si je reviens en 2025, et je suis sûr que si le journal là revient en 2025, les analyses qu'il va vous faire, les éléments qui seront sur le terrain, n'ont rien à voir avec ce que moi il peut dire, c'est qu'il a tenu compte de ceux qui peuvent émerger dans la mouvance présidentielle. Il a 2 possibilités. C'est un problème de rapport de force entre la mouvance d'aujourd'hui et l'opposition. Si la mouvance arrive à gagner, ce sera quelqu'un de la mouvance. Mais si l'opposition arrive à être influente dans le rapport de force, l'opposition va gagner. Et je rappelle que pour la première fois depuis 1991, on a eu une élection législative où l'opposition est venue en tête des 4 grandes villes en matière d'importance. C'est un message très fort et j'espère que ceux qui sont de la mouvance présidentielle vont bien analyser le message envoyé par le vote à Parakou, à Porto-Novo, à Calavier et à Cotonou. C'est très important, c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas assez de temps pour continuer. Votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, c'est que le dimanche prochain, que ça puisse être réellement le président des députés qui est élu. Pas quelqu'un qui est parachuté de quelque part. Je souhaite que les députés puissent avoir les coups de franche pour élire, pour faire des tractations entre eux, que le meilleur parmi eux gagne. Ça, c'est mon souhait. Qu'il soit de l'UP, je crois qu'il viendra de l'UP, mais au sein de l'UP, que ça soit vraiment challengé et que ça soit le meilleur parmi eux que eux-mêmes choisissent, que non, que ça ne soit pas celui que quelqu'un leur demande d'appliquer. Mon souhait, c'est pour la démocratie et pour l'indépendance de l'institution qui en a vraiment besoin. Merci Marcel Zoumenou. Adrien Tchomakou, on a dépassé le temps de minutes. Oui, mon mot de fin. Oui. J'invite les députés à travailler, à se mettre, à se joindre à celui qui sera élu
afin que notre pays puisse se développer davantage. Parce que vous savez, il y a beaucoup de lois légiférées, il y a beaucoup de choses à faire à l'Assemblée. Il ne faudrait pas qu'on ait en idée que l'Assemblée nationale, c'est des débats houleux, c'est ci, c'est ça. Non, il faut que l'Assemblée nationale soit des débats d'idées, qu'on contrôle véritablement l'action gouvernementale et qu'on légifère, qu'on vote des lois qui vont avantager le peuple béninois. Et sur ce, on souhaite bonne chance à la 9e législature et au nouveau bureau de l'Assemblée nationale qui sera installé. Vous avez suivi les mots de fin de mes invités, les débatteurs de ce jour. À ma gauche, c'était Marcel Zoumenou, directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. À ma droite, c'est bien Adrien Tchomakou, directeur de publication de Fraternité, des têtes bien faites. Si je ne vous jette pas des fleurs, Madame, Monsieur, ce fut un plaisir pour nous et pour vous d'avoir donc conduit ce débat jusqu'à terme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Partagez, likez, faites vos commentaires. Nous allons vous répondre. Merci à toutes et à tous. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu nous garde.